avez déjà entendu ce sifflement discret, presque fantomatique d'une voiture électrique qui démarre. Contrairement à son homologue thermique, elle ne gronde pas, elle ne vrombrit pas, elle ne fait pas vroom vroom. Une voiture électrique, ça ne fait presque pas de bruit. Mais presque. Ça veut dire quoi exactement ? D'où vient ce léger sifflement qu'on entend parfois ? Et surtout, comment les ingénieurs font-ils pour le dompter ? Pour le comprendre, Aurélien s'est plongé dans le monde de la vibroacoustique avec Vincent Lanfranchi, professeur à l'Université de technologie de Compiègne. Entre physique, électronique et mécanique, il nous explique pourquoi le silence d'un moteur électrique, ça ne s'improvise pas. Un grand entretien de vulgarisation technologique passionnant à suivre dès maintenant dans cet épisode 18 de la saison 12 des Technos. L'acoustique, c'est très vaste. Je fais une petite parenthèse, mais on peut avoir de l'acoustique des salles de spectacle, on peut avoir de l'acoustique on peut trouver de l'acoustique dans tout ce qui est ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, tous ces usines qui ont des riverains, des voisins, et donc tout ça, c'est réglementé. Et nous, voilà, on va s'occuper vraiment de l'acoustique liée à des machines, notamment électriques, qu'on peut trouver dans l'industrie ou qu'on peut trouver sous les capots des voitures électriques dont on va parler. Alors si on essaye de repartir vraiment de la base, parce que voilà, tout le monde n'est pas physicien, n'est pas acousticien, comment on peut quantifier ou en tous les cas qualifier de manière scientifique une onde ou un son. Alors, quand on va parler de son ou de bruit acoustique, je pense qu'il y a quand même deux choses très importantes. Il y a bien sûr l'amplitude que tout le monde connaît, c'est-à-dire le niveau que l'on va entendre. Et puis, il y a la tonalité qui peut être aiguë ou grave. Donc là, pour les musiciens, c'est quelque chose d'assez évident. Et en fait, donc quand on a une onde, tu viens de parler d'onde, on imagine un signal par exemple de type sinusoïdal. L'amplitude, ça sera si entre la crête max et la crête min, on a une grande amplitude. Donc là, il n'y aura pas de souci. On sait qu'on va entendre un son relativement fort. Alors qu'il y a aussi la période et donc la fréquence. La fréquence étant l'inverse de la période. Et la fréquence va être reliée à la tonalité. Donc, si on a une fréquence qui est grande, ça correspond à une tonalité aiguë, et une fréquence qui est basse, donc une tonalité dans les graves. Et ça va permettre de qualifier le son, en plus de la quantification sur l'amplitude. Et donc, les deux phénomènes sont importants parce que l'oreille humaine ne perçoit pas toutes les fréquences de la même manière. Donc, ça sera un point relativement important dans toutes les analyses des systèmes capables de générer du son perçu comme une nuisance acoustique. Et donc, dans les bruits qui nous entourent, je prends, je sais pas, par exemple, le bruit du RER quand il démarre. On a tous pris le RER à Paris et voilà, on entend des niveaux différents et des tonalités différentes. Donc, tous ces sons-là, il y a différentes fréquences dedans et différents niveaux d'amplitude. Et donc, comment on relie tout ça à un système lié à la mobilité qui est composé notamment de la machine électrique, mais pas que. Oui, alors là, on arrive dans le cœur du sujet qui est assez vaste. Donc, tu as pris l'exemple, par exemple, du métro ou du RER. Alors, on entend différents types de bruits. On a des bruits de type purement mécanique, comme le contact roue-rail, du crissement, des choses comme ça. Et puis, il y a des bruits qui sont plutôt aigus, plutôt haute fréquence, qu'on va principalement entendre lors des accélérations et des freinages. Et là, ce sont des bruits qu'on appelle d'origine électromagnétique. Alors donc voilà, il faut savoir qu'un dispositif électrique, ça crée un champ magnétique, et que ça génère des forces. Et donc, s'il y a une force qui agit sur une pièce qui peut être mobile, alors cette pièce peut se mettre à vibrer et émettre du son. Donc là, tu avais pris l'exemple de RER, mais je pense que des gens ont peut-être déjà entendu en se promenant dans la nature, quand on passe sous des lignes à très haute tension, on entend une sorte de grésillement. Voilà, on peut l'entendre là. Les plus anciens d'entre nous ont peut-être aussi déjà entendu des téléviseurs à tube cathodique qui émettent aussi un son. Et les sons d'origine électrique sont souvent considérés comme relativement désagréables. On a tous eu un transfo de, on va dire, de moyenne voire basse qualité qui fait ce sifflement ou des appareils électriques qui, quand ils se mettent en veille, font un sifflement assez gênant. Et donc, on parle vraiment de ça. Et ça, par exemple, si je prends un transfo, dans un transfo, pourquoi ça fait du bruit, un transfo ?
Alors, donc, on arrive donc au cœur, là, on a tourné un petit peu autour. Et donc, on va parler de conversion d'énergie électromécanique. Mais entre électrique et mécanique, on va rajouter du magnétisme. Donc, le transformateur, comment ça marche ? On a un primaire qui a un niveau de tension, un secondaire qui a un autre niveau de tension. Donc, bien souvent, ce qu'on utilise chez nous, c'est un 230 volts sur la prise, et puis on va abaisser à des tensions plus petites. Et donc, entre ces deux circuits électriques primaires et secondaires, il y a un matériau ferromagnétique qui relie les deux bobinages. C'est-à-dire que chaque bobinage qui voit un courant électrique passer dans ce circuit va générer un flux magnétique, et le flux va être transmis par le matériau ferromagnétique. Et c'est là qu'on va commencer à se poser la question, mais comment ça peut faire du bruit ? Donc, conversion d'énergie électromécanique, plusieurs sources possibles. On parle parfois de la force de Laplace. C'est le fait de dire que lorsqu'on a conjointement un courant électrique dans un conducteur et un champ magnétique, il y a une force qui agit sur ce conducteur. Donc ça, c'est une première manière de voir les choses. Une autre qui est de parler des forces de Maxwell, qui vont être des forces aux interfaces entre un matériau ferromagnétique et de l'air ou quelque chose qui va être relié à autre chose. Et un troisième phénomène qu'on appelle la magnétostriction, c'est le fait qu'un matériau soumis à un champ magnétique peut se déformer, un petit peu comme on imaginerait de la dilatation thermique. Voilà, quand on soumet à de la chaleur, on a une dilatation. Eh bien, ça marche de la même manière avec les champs magnétiques. Et donc, si la sollicitation électromagnétique est à une fréquence donnée, on va générer des efforts reliés à cette fréquence. Et alors, dans le cadre revenons vraiment au sujet qui nous intéresse, nos voitures électriques. Donc, on a la batterie, source d'énergie en tension continue. On a cette fameuse électronique de conversion, et puis la machine. Et alors là, c'est là où tout se complique. Alors, si on a déjà parlé du transformateur, finalement, ça se complique pas tant que ça pour la machine électrique, puisque finalement, une machine électrique, elle est composée d'un stator qui est statique par nature et d'un rotor qui est en rotation. On peut imaginer qu'au stator et au rotor, on a des sources électromagnétiques, alors soit que électro, soit magnétique, voilà. Mais en tout cas, il y aurait une interaction entre les deux, et que finalement, ça agirait un petit peu comme le primaire et le secondaire du transformateur, par exemple. Certaines machines fonctionnent comme ça, pas toutes. D'autres utilisent des aimants permanents, dont on n'a pas forcément un bobinage de chaque côté. Mais bon, là, on rentre dans les subtilités des différentes machines électriques. Donc, on va retrouver donc les phénomènes dont je parlais, force de Laplace, force de Maxwell ou magnétostriction, qui vont pouvoir agir sur une machine électrique. Et le convertisseur, alors dans tout ça ? Le convertisseur, il a une fonction bien spécifique. C'est, comme son nom l'indique, de convertir une énergie électrique sous une forme en une autre. Si on reste sur l'exemple des véhicules électriques, l'énergie est stockée dans une batterie, donc avec des tensions et des courants continus. Or, la majorité des machines électriques que l'on retrouve dans les véhicules fonctionnent en alternatif. Donc, il faut une électronique de puissance qui va convertir du continu en alternatif. Donc ça, c'est une première nécessité. Mais en plus, on va l'utiliser pour faire du pilotage. C'est-à-dire qu'on parle d'électronique de puissance, mais en réalité, elle est associée à une électronique de commande. Et cette électronique de commande, elle va modifier l'allure des signaux électriques. Alors justement, les amplitudes et les fréquences dont on parlait. Voilà, on va retrouver ces notions d'amplitude et de fréquence sur les courants électriques, avant même de parler d'acoustique, mais on a cette même notion, puisque c'est un moteur alternatif, donc un courant alternatif avec une amplitude et une fréquence. Grosso modo, quand votre voiture va à basse vitesse, on a des fréquences faibles, et puis quand elle va à haute vitesse, on a des fréquences... Voilà. C'est ça. Et plus on a besoin de couple, donc plus... quand on va accélérer à un feu, par exemple, on va demander beaucoup d'amplitude, alors que les fréquences seront relativement basses. C'est ça. On est à basse vitesse. Voilà. Donc ça, c'est pour le fondamental, c'est-à-dire ce qui va piloter la machine. C'est pas forcément ce que l'on peut entendre. Oui, parce qu'il y a cette notion de découpage. Alors, voilà. Allons-y. Ok. Donc, dans l'électronique de puissance, le principe de l'électronique de puissance, c'est comment transformer des grandeurs continues en grandeurs alternatives. En réalité, on ne sait pas le faire directement, de manière linéaire. On utilise ce qu'on appelle des transistors. Et donc des transistors qui sont des composants à découpage de grandeur électrique. Des interrupteurs, quoi. Voilà, on peut schématiser ça avec des interrupteurs. Qu'on sait actionner très très rapidement. Exactement, voilà, très très rapidement, et qui sont capables donc de switcher, en anglais on dit des switches, de switcher des grandeurs électriques efficacement. Et du coup,
on va utiliser cette capacité pour fabriquer un signal qu'on appelle un signal MLI, modulation de largeur d'impulsion. C'est-à-dire que finalement, c'est un signal qui a 2 niveaux, pour faire simple, un niveau 0 et un niveau élevé, mais on n'arrête pas de moduler avec un certain temps en haut, au niveau haut, puis un certain temps au niveau bas, et ainsi de suite. Et en jouant sur le ratio des temps passés au niveau haut et au niveau bas, on est capable de générer ce qu'on appelle un fondamental du signal, qui pourrait être, lui, un sinus à l'amplitude et à la fréquence désirée. Ok. Et donc, on envoie tout ça à la machine. Donc, cette sinusoïde découpée à très très haute fréquence, cette sinusoïde déjà qui a une certaine fréquence fondamentale, qui est elle-même découpée à une très très haute fréquence, et c'est celle-là généralement, c'est ces fréquences-là qui nous gênent. Alors voilà, donc déjà ce que tu dis, c'est que voilà, il y a plusieurs fréquences. Donc l'alimentation, en réalité, même si on dit qu'il y a une fréquence pour le piloter, les signaux électriques ont d'autres fréquences. Il y en a plusieurs. On parle de contenu harmonique. Et dans le cadre de l'électronique de puissance, les contenus harmoniques sont relativement riches. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de raies spectrales. Alors quand on parle de spectre, ce sont le nombre de fréquences que l'on va retrouver dans notre signal. Et donc il est relativement riche parce que le phénomène de modulation, même si on a une fréquence donc, de découpage à une valeur bien précise, ça peut être pour 5 kHz, 10 kHz, on va retrouver, avec les phénomènes de modulation, des raies à des fréquences multiples de celles-ci, et modulées avec le fondamental, ce qui multiplie énormément la richesse du signal. Et c'est cette richesse du signal qui va pouvoir devenir un problème dans le cadre de la conversion électromécanique non désirée, c'est-à-dire celle qui va générer de la vibration. Parce que la conversion d'énergie électromécanique désirée, dans un moteur, elle est là pour faire du couple. Tout ce qui est du couple, c'est quelque chose d'intéressant pour le moteur. Toutes les forces qui ne produisent pas de couple... C'est de la puissance transmise aux roues, voilà. Clairement. Et le couple va permettre de faire tourner les roues. C'est exactement ce que l'on cherche. Par contre, toutes les autres forces qui ont tendance à faire vibrer le système, elles, ne servent à rien. Donc ça, c'est pas quelque chose de désiré. Alors, c'est pas très gênant en termes énergétiques, parce que c'est pas très énergétique, finalement. Oui, c'est quelques pourcents de rendement. Voilà, même des pas. Des pouillèmes de pourcents de rendement. Voilà. Mais ça peut être très gênant acoustiquement. Alors voilà, ça peut être gênant parce que si la force qui a été générée à partir de ce contenu harmonique est suffisante pour faire vibrer une des pièces, alors c'est là où ça devient aussi relativement complexe, c'est que c'est pas toujours le moteur électrique qui émet le son qui peut être gênant, ça peut être une pièce annexe associée à ce moteur électrique. C'est-à-dire que le moteur va être la source de la vibration, et la vibration peut être transmise, peut être conduite à d'autres pièces qui, elles, vont se mettre à émettre du son en faisant vibrer l'air. Par exemple, les pièces qui vont en contact avec la roue, enfin qui vont transmettre le... Voilà. Alors, ça va être quand même souvent proche du bloc moteur ou proche de l'habitacle. Par exemple, l'électronique de puissance, elle est très très proche de la machine tournante. Et parfois, on a des parois de l'électronique de puissance qui sont des belles parois, des belles plaques bien lisses, qui font des belles peaux vibrantes. Ouais, qui peuvent onduler facilement à des fréquences et générer... Ouais. Qui peuvent un peu faire peau de tambour finalement. Ouais. Et c'est peut-être elles qui vont générer du son, même si la vibration, elle a été créée au niveau de la machine. Mais comme il y a un contact entre les deux, on transmet la vibration. Donc on peut se retrouver donc, avec des parois de moteur, des parois d'électronique de puissance, comme tu le disais, ou n'importe quelle pièce dans le bloc moteur qui qui se met à être excité par des vibrations générées par le découpage du courant au niveau de l'électronique de puissance. Et ça, voilà, c'est clairement pas désiré par le constructeur. Et quels sont les correctifs? Comment on travaille là-dessus? Alors déjà, il faut se poser la question, c'est est-ce que c'est gênant ou pas? Première question. Donc, si on est sur des très faibles amplitudes, quasiment inaudibles ou masqués par le reste des bruits, en fait, on n'a pas de problème, il n'y a rien à faire. Et c'est tout à fait possible. Et ça je te coupe, mais ça peut arriver, puisque on sait bien qu'une voiture, ça ne va pas à une vitesse constante. On a une phase d'accélération, et puis on peut exciter des vibrations à, je sais pas moi, au passage entre 10 et 15 km/h, mais pas en avoir en dessous de 10 et en avoir en avoir au-dessus de 15. Donc c'est là où le problème est très complexe. Alors là, tu amènes deux notions intéressantes. La notion de vitesse variable, ce qui fait qu'on va parler
de points de fonctionnement qui sont différents. Et aussi, tu as parlé de exciter une vibration. Donc ça, c'est la réponse de la structure mécanique. Donc on va scinder ça en deux. Okay. Donc si on était à vitesse fixe, l'excitation serait connue, puisqu'on aurait une fréquence fondamentale connue, une fréquence de découpage connue, on connaîtrait le contenu spectral, et puis voilà. Sauf qu'à partir du moment où on va faire de la vitesse variable, les raies vont se déplacer. C'est-à-dire que le fondamental, par exemple, il va passer de 0 à 50 Hz, plus ou moins rapidement, et donc il va venir moduler avec la fréquence de découpage, et le contenu spectral, il va bouger. Et donc en bougeant, il est susceptible d'exciter tout un tas de fréquences. Et c'est là qu'on va parler un peu de la réponse de la structure, donc une pièce qui est capable de vibrer. Toute pièce mécanique a ce qu'on appelle un comportement modal, c'est-à-dire que, alors je vais prendre l'exemple d'une cloche. Voilà, vous avez tous entendu sonner des cloches. Quand le bourdon vient taper sur la cloche, le son que vous entendez, c'est la réponse modale de la cloche. Donc elle a quelques fréquences spécifiques que l'on va pouvoir entendre. C'est le principe du diapason qui donne le La à 440 Hz. C'est aussi une problématique sur des ponts ou en génie civil pour s'assurer qu'on ne va pas avoir de problème de résonance. Parce que la résonance, c'est un phénomène qui fait que, à une force d'excitation donnée, si on génère cette force à une fréquence bien précise, le déplacement va devenir très très grand. Très grand. Vous avez déjà entendu peut-être l'armée qui marche sur un pont au pas et qui met le pont en résonance parce que justement ils excitent le pont à une fréquence donnée qui est très précise. Voilà. Et donc tu disais si ça gêne pas, on laisse comme ça. Ouais. Maintenant si ça gêne. Voilà. Alors si ça gêne, et alors déjà pourquoi ça gêne ? Dans le déplacement, c'est par rapport à l'oreille humaine. Donc, je pense qu'il faudra qu'on reparle tout à l'heure des spécificités de l'oreille humaine. Et donc, il y a quelques fréquences qui sont bien plus gênantes que d'autres. Et or, il se trouve que les bruits des machines électriques peuvent être assez souvent à ces fréquences-là. Alors, elles ont un avantage, c'est que les amplitudes sont faibles. Par rapport à un moteur thermique, l'amplitude est en général beaucoup plus faible. Par contre, la fréquence est plus élevée et le son peut être perçu comme plus désagréable. Et quiconque a subi un sifflement d'un appareil électrique à côté de lui pendant quelques heures, ça devient vite insupportable. Donc, il y a cet aspect-là qui est gênant, bien sûr. Et si c'est gênant pour l'utilisateur, c'est gênant pour le constructeur parce que c'est pas un bon argument de vente. Donc alors, s'il y a problème, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a plusieurs possibilités. Alors la possibilité la plus simple en acoustique, c'est de calfeutrer. Bon là, ça marche pas forcément très très bien dans un véhicule, c'est pas forcément facile à faire. Puis on cherche toujours, calfeutrer, rajouter de la masse. Ouais. Le constructeur, il va jamais vouloir rajouter de la masse à sa voiture. Hein. Si on peut éviter, on préfère éviter. Ouais. Alors après, si on a identifié, il y a les cas un petit peu spécifiques où la pièce qui se met à vibrer, elle est un petit peu éloignée du moteur, et on peut essayer de l'isoler avec des silent blocks par exemple, donc des isolants vibratoires. Bon, c'est pas souvent ça la vraie problématique. La vibration elle est quand même souvent au niveau du moteur ou du variateur et des pièces qui sont très très proches. Donc là, on va commencer à se dire, ok, c'est quoi les degrés de liberté ? En fait, on a des degrés de liberté sur la fabrication de la machine. Alors je vais en parler parce que c'est possible. Même si, en général, quand on s'en rend compte et qu'on est prêt à lancer la production, c'est un petit peu gênant. Mais bon, voilà, on peut le faire avant sur des prototypes. Alors, on peut changer la structure mécanique. J'ai parlé de la cloche qui répond à une excitation et qui donne certaines fréquences. Si on a repéré une fréquence qui est gênante, on peut peut-être l'éloigner de la zone d'utilisation en rajoutant de la masse, en changeant des formes, et ainsi de suite. C'est pas hyper simple quand on fait de la vitesse variable, voilà, parce que il faudrait l'éloigner dans une zone où on sait qu'on ne l'excitera pas. Et si on fait de la vitesse variable, on a quand même tendance à exciter beaucoup de zones fréquentielles. Donc ça, c'est pas évident en vitesse variable. Après, je vous ai parlé des notions de modulation. Il y a aussi des modulations à l'intérieur même de la machine. Alors là, il faut que je rentre un tout petit peu dans le détail. Les machines électriques alternatives sont définies par un nombre de paires de pôles. Donc ce sont des paires de pôles magnétiques, des nord et des sud, voilà, comme notre planète. Et aussi ce qu'on appelle l'encochage, c'est-à-dire des zones où on vient mettre les fils électriques, les bobines électriques. Et ce sont des grandeurs discrétisées.
Et les valeurs de ces grandeurs discrétisées participent à la création du contenu harmonique des efforts. Donc ça va donner le contenu fréquentiel du son que l'on pourra entendre. Ce sont des degrés de liberté. Si on a la possibilité de changer le nombre d'encoches, si on a la possibilité de changer le nombre de paires de pôles, c'est quelque chose que l'on peut faire. Donc on peut travailler en gros sur la géométrie de la machine. Voilà. Ça, c'est une possibilité qui est quand même assez contraignante parce que il faut refaire un design machine, c'est lourd. C'est quelque chose d'assez lourd d'un point de vue industriel. L'autre aspect, c'est que finalement, la problématique vient peut-être de l'électronique de puissance, des fréquences qui ont été choisies, comme la fréquence de découpage pour l'électronique de puissance. Et là, on peut peut-être plus facilement modifier la valeur de cette fréquence de découpage pour éviter, par exemple, de tomber sur une fréquence de résonance de la structure mécanique. Ça, c'est une possibilité. Et il y a des stratégies aussi qu'on appelle des stratégies d'étalement de spectre. Alors, l'étalement de spectre, c'est de dire que l'énergie, au lieu qu'elle soit concentrée juste sur un nombre de fréquences réduites, on vient l'étaler sur tout un tas de fréquences, ce qui fait que finalement, à une fréquence donnée, même si on excite la structure mécanique, elle sera faiblement excitée. Ceux qui ont déjà manipulé des machines électriques, on entend souvent au démarrage des électroniques de puissance un espèce de chut comme ça. C'est justement ils peuvent prendre une raie de spectre et l'étaler sur un tas d'autres raies, et donc du coup on entend une sorte de bruit blanc qui est beaucoup plus acceptable. En tous les cas, pour quelqu'un qui est... Alors là, la notion d'acceptabilité, elle est hyper importante parce que, en fait, un son monotonal, quand on n'entend qu'une seule fréquence, c'est très désagréable. On n'a pas du tout envie de l'entendre longtemps. Donc, l'idée là de l'étaler, alors déjà, on réduit l'amplitude perçue, c'est déjà quelque chose de positif. Par contre, ça a quand même un inconvénient. Alors, je l'ai testé au laboratoire sur différentes manips. C'est que ce que tu dis, voilà, ça fait différents bruits, ça peut être un petit grésillement, on peut avoir mais l'impression, le sentiment que le moteur il tourne pas bien. Alors qu'en réalité il tourne très très bien, mais le son qu'il émet peut faire croire que c'est comme s'il y avait du sable dans les roulements ou quelque chose qui va pas bien. Pas de qualité. Voilà, qui peut donner une impression de mauvaise qualité, ce qui est totalement faux. C'est un autre phénomène, mais en tout cas qui est très gênant pour l'aspect commercial. Donc du coup c'est une solution qui sera peut-être plus acceptable dans le ferroviaire ou voilà, quand il y a un utilisateur professionnel plutôt qu'un véhicule qui va être vendu à monsieur et madame tout le monde. Et alors, je voudrais ton sentiment aussi. Ces problématiques-là, on a l'impression que c'est très loin, très recherche, mais on peut le dire, il y en a partout autour de nous. T'as été amené, je suppose, à avoir des cas comme ça dans un tas de domaines industriels. Ah oui, alors bien sûr, tous les domaines du transport, puisque comme il y a un humain à côté, il y a une gêne occasionnée, donc il faut travailler dessus. Mais voilà, ça peut être dans de la robotique, dans des systèmes de convoyeurs, ça peut être un tapis roulant, ça peut être... une machine à laver. Non, mais c'est très vaste maintenant, puisque les électroniques sont les biens de consommation autour de nous sont bardés d'électronique pour essayer de consommer le moins possible. Et les machines à laver qui avant étaient des moteurs universels, maintenant sont passés avec une électronique de puissance. Et donc vous avez clairement dans votre lave-vaisselle, dans votre machine à laver, vous avez ce type de problème et des gens qui ont bossé là-dessus. C'est passionnant. Moi, c'est vraiment multiphysique aussi. Hein. Tu peux donner un mot là-dessus. Oui, tout à fait. Pour toucher ces notions-là, il faut vraiment avoir des notions dans pas mal de domaines de la physique. Tout à fait, c'est vraiment une problématique. Alors, elle est système et multiphysique. Alors, multiphysique, on a parlé d'électricité, on a parlé de magnétisme, on a parlé de mécanique. Dans la mécanique, on parle de vibration, on va jusqu'à l'acoustique. Après, il faut aussi savoir qu'on ne peut pas faire n'importe quoi juste sur ce critère-là. Alors, bien entendu, quand on dit qu'on fait un véhicule zéro émission, y compris zéro émission acoustique, il faut s'assurer que ça se passe bien. Mais il faut aussi avoir un rendement qui soit bon. Il ne faut pas que ça chauffe trop. Donc le côté multiphysique, il va aussi venir sur le fait que les améliorations que l'on fait sur un critère ne doivent pas détériorer d'autres critères. Le rendement étant très important et le refroidissement, en tout cas éviter l'échauffement est aussi quelque chose de très important. Oui. Maximiser le rendement pour que chaque joule de la batterie passe aux roues, quoi. Eh bien, merci beaucoup, c'était fort intéressant. Si vous aimez ce genre de contenu ou ce genre
ce genre d'approche, ce genre de vulgarisation technologique, n'hésitez pas à nous le faire savoir. En tout cas, merci beaucoup Vincent, merci pour ton temps et merci pour ces explications très claires. Merci à toi Aurélien pour l'invitation. Et à bientôt dans les technos. Si tu es encore là, c'est que ça te plaît. Alors pense à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Pour toutes les infos, les liens et l'abonnement à notre infolettre, rendez-vous sur lestechno.be.